Bonjour, je suis Chancela Tchala, journaliste de formation. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de podcast basé sur l'histoire de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour tous ceux qui ne le savent pas, la RDC, pays d'Afrique centrale, est frontalière au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda dans sa partie Est. Et cette même partie fait face aux atrocités depuis il y a 30 ans aujourd'hui. L'histoire remonte de 1994 lors de la guerre qui a eu lieu au Rwanda, où la RDC, à l'époque c'était les Zaïre, a ouvert ses portes pour recevoir des réfugiés qui fouillaient la guerre au Rwanda. Et le fait de les avoir reçus, 30 ans plus tard, le Congo ne cesse de pleurer et de verser des larmes. Mais non seulement ça, les bilans s'élèvent à 10 millions de personnes tuées, 500 000 femmes éventrées et massacrées dans cette partie est de la République démocratique du Congo, des massacres perpétrés et voulus par le Rwanda et l'Ouganda qui instrumentalisent des groupes armés, mais aussi qui déploient illégalement sur le sol congolais, toujours dans la partie est de militaires de ces deux pays qui se chargent de pouvoir anéantir le Congolais, question de le remplacer par des peuples rwandais et des peuples ougandais et ainsi faciliter le pillage de minerais dans l'est de la RDC. Cette session de 15 minutes est pour nous Congolais l'occasion de pouvoir nous réveiller, nous tenir debout en apprenant de l'histoire du pays et en la partageant avec des générations futures, question de pouvoir nous préparer à toute éventualité. La dernière fois, nous étions arrêtés dans la lecture du livre Holocauste au Congo, un des ouvrages très importants pour l'histoire de cette guerre. Nous allons devoir poursuivre aujourd'hui où nous étions arrêtés la dernière fois. Le cri d'alarme de Monseigneur Muziiroa restera sans effet. La chercheuse japonaise Masako Yonekawa, qui a travaillé au HCR, confirmera les inquiétudes ressenties et exprimées par Monseigneur Muziiroa. Elle illustre dans son ouvrage la peur et le traumatisme de ces réfugiés face aux actes répréhensibles commis par les régimes de Kigali de Paul Kagame. Elle met aussi en lumière le rôle trouble joué par l'administration Clinton dans la gestion de ces dossiers. Plus le temps va s'écouler, plus les réfugiés vont devenir encombrables pour les divers acteurs qui s'emploient à intervenir aux Zaïre. Ainsi, ceux qui cherchent à exploiter les minerais vont commencer à ne plus accepter une présence trop prolongée des réfugiés à l'est du Zaïre. Les États-Unis qui, de leur côté, cherchent à se débarrasser des Mobutu et convoitent aussi ces minéraux, constatent qu'une longue présence des réfugiés rwandais à l'est du Zaïre risque de perturber leurs plans. Quant au projet de Paul Kagame d'envahir le Zaïre et d'exploiter lui aussi ces mêmes minéraux, les temps pressent et le maintien du statu quo ne peut que tout perturber. Le 2 juin 1995, il organise donc une conférence de presse à Kigali au cours de laquelle il déclare avoir des informations attestant que les ex-phares présents dans les camps des réfugiés au Zaïre prévoient plutôt de pouvoir attaquer le Rwanda. Cette fable des génocidaires qui chercheraient à prendre d'assaut le Rwanda, longtemps distillée par les régimes des Kagame et diffusée par plusieurs organisations dites de défense des droits humains. C'est le cas de l'organisation américaine Human Rights Watch qui publie en mai 1995 le rapport intitulé Rearming with Impunity, International Support for the Perpetrator of Rwandan Genocide. En tout cas, vous comprenez ce que ça veut dire. Dans lesquels l'organisation accuse les génocidaires de se réarmer dans les camps des réfugiés pour attaquer le Rwanda. Amnesty International publie à son tour en juin 1995 sur les mêmes tons et manifestement à partir de mêmes sources un rapport intitulé Arming the Perpetrator of the Genocide.
Opportunément servi par ces deux organisations, le gouvernement rwandais écrit au Conseil de sécurité de l'ONU le 5 juillet 1995 pour appuyer l'idée selon laquelle les génocidaires de l'Est du Zaïre menaceraient la sécurité du Rwanda. S'appuyant précisément sur les deux rapports cités précédemment, Kigali demande la levée de l'embargo sur les armes à destination du Rwanda afin de recouvrer sa pleine souveraineté et sa capacité de protéger sa population. Soutenu dans sa requête par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, il obtient la suspension de l'embargo sur les armes sans difficulté. L'embargo imposé en mai 1994 contre le gouvernement génocidaire est suspendu pour une année probatoire par les conseils de sécurité des Nations Unies le 17 août 1995 avec date d'effet dès le 1er septembre. Cette suspension d'embargo va permettre tout naturellement à Paul Kagame de préparer son action militaire contre le Zaïre. Cette décision du Conseil de sécurité surprend néanmoins les autorités zaïroises qui découvrent progressivement que la question des réfugiés est un véritable piège qui dissimule une attitude belliqueuse contre leur pays. Le premier ministre zaïrois, alors Kengo Wa-Dondo, décide donc unilatéralement le 19 août 1995 d'expulser les réfugiés rwandais vers Kigali. 16 000 réfugiés rwandais sont ainsi renvoyés manu militari au Rwanda. Cette expulsion fait scandale. Pourtant, ce n'est pas la première fois que les autorités zaïroises prennent ce type de décisions pour régler le problème de réfugiés. Un an auparavant, le 20 août 1994, le gouvernement zaïrois a fermé sa frontière avec le Rwanda à Bukavu suite à l'arrivée massive des réfugiés sur son territoire. Selon le rapport du 22 août 1994 du Bureau d'urgence des Nations Unies, entre 20 000 et 50 000 personnes amassées à la frontière rwandaise voulaient rentrer au Zaïre. Cette situation était devenue intenable pour les autorités zaïroises car leur capacité d'accueil ne pouvait plus absorber un nombre toujours croissant et important de réfugiés. Cependant, le chargé d'affaires d'ambassade des États-Unis à Kinshasa négocia avec le premier ministre Kengo Wa-Dondo pour laisser passer les réfugiés. Ce dernier accepta de rouvrir la frontière, mais en exigeant que le HCR assume ses responsabilités. Il est très surprenant de constater que les États-Unis ont toujours préféré encourager l'exil de Rwandais aux Zaïre plutôt que d'obliger Kagame à respecter leurs droits des plus élémentaires, vivre dans leur propre pays et librement. C'est l'initiative du Premier ministre zaïrois visant à renvoyer les Rwandais chez eux a semblé brutale alors qu'elle faisait suite à la suspension de l'embargo sur les armes à destination du Rwanda. Elle correspondait cependant aux souhaits de certains exploitants miniers, mais pas nécessairement à la volonté du gouvernement des États-Unis qui avait besoin de cette présence des réfugiés au Zaïre pour parachever le projet de coup d'État contre le président Mobutu. Il faut souligner que la décision de M. Kengo Wa-Dondo, conforme à la sécurité du Zaïre, n'aurait néanmoins pas été prise en concertation avec les chefs d'État zaïrois. Pourquoi? Une fois de plus, il faut revenir un an en arrière. Le président Mobutu s'est vite interrogé sur la meilleure façon de gérer les dossiers des réfugiés rwandais sur son territoire. Dans un premier temps, il décida d'organiser avec son premier ministre Kengo Wa-Dondo un plan de retour rapide des réfugiés dans leur pays. Puis il comprend qu'il est nécessaire de résoudre ces problèmes directement avec des dirigeants rwandais. C'est ainsi qu'il profite de la visite du président rwandais Pasteur Bizimungu à Gbadolité, au Zaïre, dans le nord du Zaïre, en novembre 1994, pour lui demander d'ouvrir la porte à ses concitoyens afin qu'ils rentrent chez eux au Rwanda, le Zaïre les ayant longtemps accueillis.
Ainsi, souligne le président Mobutu, vous pourriez gérer vos problèmes à l'intérieur du Rwanda sans perdre de temps. Les chefs d'État zaïrois proposent à son homologue rwandais un plan des 4 points. Retour volontaire de tous les réfugiés, création d'une zone d'accueil sous contrôle international pour identifier les réfugiés et les séparer des auteurs du génocide, aide au retour et à l'insertion des volontaires au Rwanda. Éloignement de la frontière rwandaise par les autorités zaïroises en coopération avec les HCR des réfugiés qui refusent de retourner chez eux. Ces plans semblaient parfaitement convenir au président rwandais qui accepta de préparer un calendrier à cet effet. Il confirma d'ailleurs le contenu de son entretien avec le président Mobutu au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Kigali, M. Shahryar Khan. Dans un câble diplomatique du 1er décembre 1994 que ce dernier adresse à Kofi Annan, M. Khan précise que le pasteur Bizimungu s'attendait à un affrontement avec son homologue zaïrois, mais que celui-ci a été plutôt affable et conciliant sur tout le point en discussion. Selon M. Khan, le président Mobutu aurait souligné au cours de cet entretien l'importance d'un retour rapide des réfugiés rwandais chez eux, ainsi que la détermination du gouvernement zaïrois à neutraliser les extrémistes hutus qui seraient susceptibles de s'aimer l'insécurité dans les camps de réfugiés. D'ailleurs, 37 présumés criminels ont déjà été déportés et vus au Rwanda par pasteur Bizimungu lui-même, ce qui prouverait la bonne foi et la sincérité du président zaïrois, souligne les représentants spéciaux du secrétaire de l'ONU, M. Khan, qui dit aussi avoir confirmé au chef de l'État rwandais la pleine et totale coopération de l'ONU si les autorités rwandaises décidaient d'ouvrir les camps des transits pour ces réfugiés une fois leur retour au Rwanda confirmé. Ce serait selon lui une opération de retour volontaire. Malgré ces rapports et comptes rendus très positifs sur la coopération entre le Zaïre, le Rwanda et l'ONU au sujet des réfugiés, le président Bizimungu, une fois à Kigali, ne donne aucune suite. Comme dans leurs habitudes, Rwandais, batouté. Pour le maréchal, les autorités zaïroises, pour les maréchals Mobutu qui soupçonnent Kagame de vouloir pousser les autorités zaïroises à la faute, c'en est de trop. Non seulement son pays accueille et subit les fardeaux des réfugiés, mais c'est le Rwanda qui reçoit l'aide et les bonheurs et les honneurs de la communauté internationale. Déterminé à savoir ce qui se trame du côté rwandais, il charge son conseiller spécial en matière de sécurité, Honoré Mbanda, de se rendre à Kigali. Une fois au Rwanda en novembre 1994, Honoré Mbanda découvre qu'en réalité, ce n'est pas le président Bizimungu Hutu qui décide du sort des réfugiés Hutus du Zaïre, mais le vice-président Paul Kagame qui manifestement est en désaccord total avec les plans proposés par le président Mobutu. Le chef de l'État rwandais tente pendant des discussions de dissimuler son manque d'autorité sur cette question et donne surtout l'impression de ne plus se souvenir d'un quelconque plan de retour des réfugiés discuté auparavant avec son homologue zaïrois. Honoré Mbanda est abasourdi. Lorsque j'ai sorti de ma mallette le document qui lui fut remis naguère pour lui rafraîchir la mémoire, c'est l'un de ses conseillers c'est l'un des conseillers de Paul Kagame qui va bondir de sa chaise pour m'arracher le papier de la main. Outre l'indélicatesse de ses conseillers du vice-président Kagame, désigné pour participer à cette rencontre, un second conseiller de Kagame, tout aussi discourtois, s'exclame sur un ton belliqueux. Nous ne pouvons pas accepter une telle solution. Nous ne voulons pas infiltrer les génocidaires chez nous. Apparemment, les termes génocidaires désigneraient dans l'esprit de Kagame et de ses proches collaborateurs tout réfugié Hutu ou presque du Zaïre. Le Rwanda ne serait-il pas aussi le pays des Hutus et des Tutsis ? S'interroge l'auteur du livre. Pour M. Mbanda, la réalité est désormais plus claire que jamais. Tout dialogue avec les autorités rwandaises au sujet des réfugiés Hutus est impossible.
Rentré au Zaïre, il fait immédiatement rapport circonstancié au président Mobutu. Pourquoi Kagame refuse-t-il avec hargne le retour des réfugiés Hutus dans leur pays? Il ne le dira jamais, mais dans son entretien en tête-à-tête le 21 juin 1995 avec les représentants spéciaux de l'Union européenne Aldo Ajello, Paul Kagame s'est borné à déclarer qu'il ne veut pas de génocidaires chez lui. Selon M. Ajello, Paul Kagame n'a exprimé aucune urgence pour le retour des réfugiés. Dans son analyse, le représentant spécial de l'Union européenne affirme qu'il est difficile d'évaluer la crédibilité de la menace dont parlait Kagame. Cette histoire de complicité de l'Union européenne avec Kagame, ça n'a pas débuté aujourd'hui. Ça n'a vraiment pas... Comment quelqu'un peut vous dire il est hors des questions que les réfugiés... Pas des génocidaires, s'il vous plaît, parce que c'est clair, comme Mobutu a discuté avec le président des transitions au Rwanda, les Bizimungu en question à Badolité, c'était clair que le Zaïre, à travers son armée, parce que le Zaïre, c'était un pays stable avec une armée organisée, le Zaïre allait aider le Rwanda à identifier qui constituerait des probables menaces une fois des retours au Rwanda. Mais comme Kagame, comme les Tutsis, comme les Nilotiques, dans leur ruse, dans leur malice, c'était juste en fait de la façade, cette rencontre entre Mobutu et Bizimungu, parce qu'en réalité, l'auteur les décrit même que c'est Kagame qui décidait. Et quand Mbanda a été surpris de la situation, le Zaïre a compris que ça a été un réel piège. Et aujourd'hui, encore 30 ans plus tard, le Congo continue à en payer les prix avec la complicité de mêmes gens. Vous savez, quand l'auteur cite des personnages clés ou des protagonistes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la situation, à la chasse des Mobutu, à l'installation des Kagame, ces gens-là ont des archives. L'Union européenne a des archives. L'Union européenne peut consulter ces archives pour comprendre que la ruse des Kagame n'a pas débuté aujourd'hui. Mais si l'Union européenne décide de ne pas consulter ces archives, parce que l'Union européenne, elle aussi, a des gains ou des bénéfices derrière ce qui se passe en termes de massacres des Congolais et des pillages de nos minéraux dans la partie est de notre pays. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai dit, il faut à un moment qu'on arrête de croire que l'Union européenne est partenaire, Nations Unies partenaire. Ce n'est pas le cas. Ces gens nous considèrent comme des petits pays, des sous-États à exploiter. Et nos vies à nous, en tant que peuple, ne comptent absolument pas à leurs yeux. Nous devons nous battre pour arracher la réelle indépendance et pour écrire la vraie histoire de notre pays. En tout cas, tout en excluant les Kagame et tout ça. En tout cas, on va en parler en termes de référence, d'avoir connu des tempêtes dans la vie. On a connu Kagame, on a connu ceci, mais ça ne sera plus le cas dans les jours à venir. Ça ne sera plus le cas. Je continue avant d'aller rapidement pour boucler. Il dit qu'il ne comprend pas, il ne sait pas mesurer la menace qui constituerait les réfugiés Hutus une fois de retour au Rwanda. Parce que c'est chez eux au Rwanda. Le Congo ou les Zaïre à l'époque n'étaient pas chez eux. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui s'accrochent à la RDC, que ce soit dans les nord, dans les sud, qui nous sommes les Banyamulenge, il y aura un temps, parce que Mobutu l'a fait, il y aura quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus que Mobutu qui les fera. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous finirez par retourner chez vous. Vous finirez par retourner chez vous et le Congo vivra en paix avec son peuple. Dans son analyse, le représentant spécial de l'Union européenne affirme qu'il est difficile d'évaluer la crédibilité de la menace dont parlait Kagame au sujet des génocidaires et qui est relayée par différentes organisations internationales et par les médias. Selon le diplomate européen, l'idée d'un sanctuaire établi aux Zaïre pour les ex-phares qui, dès là, chercheraient à attaquer le nouveau régime de Kigali, ça heurte à plusieurs obstacles. Premièrement, il leur faudrait obtenir le soutien logistique direct du gouvernement zaïrois comme l'Ouganda l'avait fait pour les rebelles Tutsis. Deuxièmement, soutenir une telle initiative serait pour les gouvernements zaïrois prendre les risques d'un isolement par la communauté internationale. Enfin, un appui militaire à ces réfugiés raviverait automatiquement l'opposition des Zaïrois à leur présence sur leur territoire. Au vu de la situation intérieure et extérieure qui traverse les Zaïres à ce moment-là, il est impossible, selon Aldo Ajello, d'imaginer que le Premier ministre ou le président zaïrois cherche à s'engager dans une logique suicidaire. Cette analyse du représentant spécial de l'Union européenne corrobore
corrobore toutes les notes et tous les rapports des services de renseignement occidentaux, y compris américains, sur l'impossibilité d'une menace des génocidaires ou d'un soutien du pouvoir zaïrois à ces prétendus génocidaires. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous comprenez. Vous comprenez qu'en réalité, à l'époque, ce n'était pas l'ensemble de l'État américain ou en termes du peuple et du territoire américain qui était d'accord avec Kagame. Bill Clinton avait son plan à lui et il fallait se trouver un bouc émissaire ou un appui ou un soutien ou un objet à pouvoir exploiter au niveau de l'Afrique. Et comme Kagame a toujours eu des intentions belliqueuses, toujours été un sanguinaire prêt à faire couler les sangs pour prendre les pouvoirs, il a été l'homme idéal aux yeux de Bill Clinton. C'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai dit, en dehors de tous ceux qui soutiennent Kagame, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau des États-Unis, il y a de ceux qui ne soutiennent pas Kagame. Maintenant, l'État congolais, ce qu'il est appelé à faire ici, c'est de pouvoir cibler qui ne sont pas d'accord avec la politique machiavélique, diabolique, sanguinaire, criminelle de Paul Kagame et rallier ces gens-là. Pas forcément la Russie, pas seulement la Chine, pas seulement ces gens-là. Mais au sein même de l'Occident, il y a ceux qui n'approuvent absolument pas la méthode des dirigés de Paul Kagame et de ses soutiens occidentaux. Il faut que nous soyons en mesure de cibler, de frapper, de toucher où il faut pour obtenir des résultats. Mais qu'à cela ne tienne, si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. J'ai toujours l'habitude de dire les dirigeants peuvent échouer, mais le peuple avec sa détermination n'échoue jamais. Alors, j'espère que cette session de podcast vous a plu. Laissez vos avis en commentaire. Et si vous avez également des ouvrages à nous suggérer pour partager en termes de connaissances avec tous les Congolais ou Africains qui veulent en savoir plus sur l'histoire de la RDC, n'hésitez pas à pouvoir me contacter sur WhatsApp par message ou n'hésitez pas à les signifier en commentaire et on va voir comment vous localisez ou vous cherchez pour rentrer en contact avec vous. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette session et merci de continuer à vous abonner massivement et à la prochaine.